voilà, je supporte pas les RH qui restent dans leur bureau et qui, je sais pas ce qu'ils font, gèrent le monde avec un ordinateur. Je dis pas non plus qu'il faut passer sa vie à siroter un apéro avec les collègues pour savoir ce qui se passe. Il y a un pouls à prendre, il faut avoir des relais, mais c'est pas encore une fois pour être C'est ça, vous, le le fondement. FBI et Vous c'est pensez pas à avoir les péjoratif, dossiers, quoi, c'est pas bien du tout sûr. dans le péjoratif, c'est vraiment sentir et aussi avoir la porte ouverte, c'est-à-dire que si vraiment il y a des choses qui vont pas, que les gens n'aient pas peur d'aller voir les RH quoi, pour essayer de résoudre la situation. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Patati et Patata, l'émission, vous le savez, qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, c'est-à-dire auprès des experts qui vivent les ressources humaines au quotidien. On entend et on lit de la part d'un grand nombre de personnes des conseils, des best practices et patati et patata. Et pour remettre de l'ordre dans tout ça, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau aujourd'hui Paul-Olivier Reynaud-Lacroze, vice-président des ressources humaines chez Dormakaba. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour Paul-Olivier, on est ravis de vous recevoir. Une première question, alors Dormakaba, pour ceux qui ne connaissent pas, vous travaillez sur quoi? Donc c'est une entreprise suisse qui est cotée à Zurich, qui fait à peu près 2,5 milliards de chiffre d'affaires, d'euros de chiffre d'affaires dans le monde, 15 à 16 000 personnes. Et on est un des top 3 dans le monde sur tout ce qui est solutions d'accès sécurisées au bâtiment. D'accord, Donc, les outils, ce qu'on connaît, le commun des mortels, c'est quoi? Donc ça peut être la porte automatique de la boulangerie, les clés un peu spécialisées, ça peut être quand on veut embarquer dans un avion, là où on met sa carte d'enregistrement juste avant vous êtes partout. de rentrer. On est dans pratiquement tous les bâtiments, voilà. Donc bâtiments neufs, bâtiments existants. Deuxième, troisième leader? Voilà, on est 2, 3e, ça dépend un peu des moments. Il y a un leader clair devant nous et après voilà, on part avec une boîte américaine, on est numéro 2. En Europe ou dans... En Europe, on est numéro 2, numéro 3 aux États-Unis, numéro 1 en Asie. Okay. Ça fait la différence chez vos candidats qui vous connaissent ou qui connaissent le secteur? secteur? Alors si on est dans l'industrie, on nous connaît très bien. Forcément. Okay. En plus, une boîte, donc voilà, comme je disais, suisse, alors qui est la raison d'une fusion d'une boîte suisse et allemande, donc suisse-allemande, donc avec quand même une qualité de produit reconnue, des qualités de livraison, de sérieux, d'exécution. Ouais, on est dans le domaine de la sécurité, donc forcément ça aide. Bon, c'est pas juste l'image suisse-allemande. Est-ce que vous êtes créé en quelle année? Alors, Dormakaba même, c'est en 2015. D'accord. Et Dorma et Kaba, qui étaient deux boîtes séparées. Kaba, c'est 1860 et Dorma, 1900. Donc, des vieilles entreprises, fusion des deux. Donc, ils ont beaucoup réfléchi avant de fusionner, quand même. Et ils ont pas mal combattu. Je pense que c'est la simplicité. Voilà, décidé de joindre leurs forces, on va dire. Dorma est en plus originellement sur des produits, on va dire, mécaniques. Donc, les ferme-portes ou les clés un peu sécurisées. Et Kaba plus sur des produits logiciels. D'accord. Voilà, quand je disais pour l'embarquement dans l'avion, ou c'est la porte d'hôtel, où on met un badge et on rentre. Et donc la force des deux. L'un c'est plus développé que l'autre, j'imagine, avec la digitalisation, ou pas nécessairement? Non, pas forcément. Enfin, Dorma était plus international aussi. Chacun essayait de rentrer un peu sur le domaine de l'autre. Enfin, bon, on avait vraiment des choses très complémentaires. Donc, d'où l'idée de la fusion il y a, il y a 7 ans. Qui finalement fonctionne et aussi parce que ça commençait avec quand même la digitalisation demander des investissements en R&D de plus en plus importants. Donc aussi l'idée quand même de créer une masse critique pour pouvoir mettre des investissements conséquents pour pouvoir continuer à être dans la course. Et à évoluer. Voire anticiper. C'est ce que vos clients vous demandent finalement des produits toujours de pointe? Oui, exactement. Alors l'innovation, je pense qu'elle vient toujours des deux côtés. Il y a à la fois ce que les clients nous demandent, donc il faut... Il y a déjà bien sûr ce que les clients demandent, ce que les concurrents aussi lancent sur le marché. On n'est pas toujours premier sur le marché, il faut aussi s'adapter. Mais après, il y a aussi nos propres hypothèses, nos propres analyses sur on pense qu'il va falloir aller dans cette direction. Donc voilà, donc je pense que c'est un peu un mix qui fait qu'on investit beaucoup en R&D parce que, ne serait-ce que sur les produits digitaux en particulier, effectivement, ça n'arrête pas de changer. Est-ce que ça rend l'entreprise attractive? Et là, pour le coup, auprès des candidats? Ça la rend attractive. Alors, c'est sûr que la marque n'est pas connue. On est dans du B2B pur. Si on n'est pas dans l'industrie du bâtiment, on ne connaît pas forcément. Par contre, on a à la fois une taille suffisante pour permettre des gros investissements, ce qui fait qu'effectivement, on a des projets intéressants si on est un ingénieur de développement informatique pour nous rejoindre ou quelqu'un qui travaille sur l'automatisation des usines. Et en même temps, on n'est pas tellement gros qu'on devient juste un pion, un anonyme, un numéro dans une grosse entreprise. Donc, je crois qu'on a une taille qui est assez intéressante.
Et on attire en fait relativement peu de jeunes diplômés d'université qui vont peut-être vouloir aller tout de suite dans des... Si un Google leur fait une offre et un Dormakaba, ils vont plutôt aller chez Google. Mais souvent, on récupère des gens en deuxième poste ou en deuxième entreprise, parce que peut-être après avoir vécu dans une très grosse boîte plus anonyme, ils nous rejoignent et là, ils s'aperçoivent que il y a un projet plus précis, ils peuvent être plus rapidement responsabilisés. C'est ça qu'on appelle la confiance aussi chez vous, parce que lorsqu'on parcourt sur le site internet, on voit quasiment que ça, le mot confiance. Donc, la confiance, c'est sûr, c'est la valeur de notre marque. C'est vraiment notre cœur de marque, c'est la confiance, puisqu'on est dans ce domaine, dans cette industrie effectivement de la confiance, puisque on vend des solutions de sécurité d'accès au bâtiment. Donc il faut faire confiance pour finalement déjà travailler avec vous. Exactement. Et après, pour les candidats, la confiance, ça veut dire... on fait confiance aux gens, on leur donne de l'autonomie. Bien sûr, il faut être clair sur les rendus à avoir et sur la performance à faire, mais encore une fois, on est une entreprise qui donne des responsabilités assez tôt, et on essaie d'avoir un management participatif avec humilité, et c'est comme ça qu'on crée la confiance peu à peu, quoi. D'accord, très bien. Les volumes de recrutement que vous avez aujourd'hui sur l'Europe et sur quel type de métier, sans tous nous les lister, hein, bien sûr. Alors, les métiers principaux, alors, c'est très large. Ça va aussi bien d'un technicien de maintenance qui va aller installer ou réparer une installation. Vous ne sous-traitez pas ça alors, ça dépend des endroits géographiques. Il y a des pays où on est plus ou moins présent, ou des zones géographiques. Si c'est sur certaines îles, on n'aura peut-être pas forcément une équipe sur place, on va peut-être sous-traiter avec des partenaires. D'accord. Mais on a aussi donc ça vient ça part de ce poste-là jusqu'à... Après, on a des commerciaux, il y a aussi, ça va jusqu'à des ingénieurs ou des experts en cybersécurité pour sécuriser nos applications sur smartphone, des ingénieurs de développement informatique ou des gens pour les usines, pareil, soit de l'ingénierie, de la robotisation ou des ouvriers spécialisés sur site. Après les volumes, donc moi je suis en responsable de toute l'Europe, on est une trentaine de pays à peu près. On est à peu près à 1000 postes. Alors, la plupart sont en CDI d'ailleurs, on embauche relativement peu en CDD, parce qu'il y a une guerre des talents, je pense que tous vos invités vous le disent. On est aussi sur beaucoup de métiers en tension. C'est aussi compliqué finalement de recruter un ingénieur de cybersécurité qu'un technicien de maintenance. Bien sûr. Et donc, bien sûr, ce ne sont pas les mêmes compétences, les mêmes... Et vous battez comment pour les attirer et où pour les retenir? Enfin, c'est deux questions en une. Mais... Oui. Alors, les attirer, effectivement, donc on n'a pas une marque très connue, donc c'est pas forcément évident. Donc, c'est un travail de fond avec des écoles, des universités spécialisées. Utiliser aussi le réseau de nos employés existants avec leur ancienne école ou leur réseau professionnel, on va dire. Après, une fois qu'on est, des gens sont déjà dans l'industrie, comme on est connu, on reçoit quand même pas mal de demandes, si je puis dire, de gens dans l'industrie pour nous rejoindre. Après, bien sûr, il y a de la publicité dans la presse spécialisée. Après, pour les retenir, donc vous faites de l'attractivité, de la pub. Donc, c'est pas de la pub au sens de la communication, de la communication RH. On essaie d'en faire, bien sûr. Non, mais c'est pas un gros mot, même. Sur des réseaux sociaux ou dans la presse spécialisée. Et après, vous essayez encore une fois par du bouche à oreille. Et le bouche à oreille, là, sur la question de la rétention, c'est effectivement, il faut ensuite donner un cadre agréable à tous les salariés, quel que soit leur poste, quel que soit leur pays dans lequel travailler. Donner du sens, s'assurer que les managers managent bien, ce qui est un travail quotidien, si je puis dire. Et puis, encore une fois, responsabiliser assez vite, donner des possibilités d'évolution de carrière relativement visibles et fréquentes, bien sûr, s'il y a de la performance à ça. Et je crois qu'on revient au mot confiance, c'est vraiment une fois qu'on a fait une promesse au candidat pendant les entretiens, quand j'ai une promesse, en tout cas quand on lui a décrit l'entreprise, qu'effectivement ça soit vrai. C'est-à-dire que quand on lui dit que c'est une entreprise qui donne des responsabilités, que la vraie expérience employée une fois que la personne est à l'intérieur de l'entreprise, c'est vraiment ce qu'il ou elle expérience au quotidien. Donc les piliers de votre marque employeur, si je puis dire aujourd'hui, donc il y a la confiance qui fait partie de l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, l'innovation, tout ce qui est le focus vers le client évidemment, parce que on est quand même une entreprise commerciale, et la performance aussi, qui est quand même aussi un élément important. Vous êtes quand même une structure, une entreprise à impact. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, avoir de l'impact sur ce qu'on fait, que ce soit de l'environnement ou autre. Et c'est vrai que vous, on se rend compte directement en fait de ce que ça va, de ce que votre business effectue.
Donc du coup, vous avez peut-être moins de mal à attirer des candidats aujourd'hui que d'autres structures. Est-ce que vous avez un ressenti là-dessus ? En tout cas, ce qui est clair, et ça je ne le voyais pas il y a encore 4 ou 5 ans, quand moi-même je fais des recrutements, c'est que les candidats posent maintenant systématiquement des questions sur notre impact environnemental ou est-ce que vous avez une stratégie de sustainability. C'est des questions qu'on vous pose. Qu'on me pose. Et alors, bon, moi j'embauche, pardon, je fais passer l'entretien plutôt à des gens qui sont déjà sur des postes de direction. Donc c'est plutôt mon âge que 25 ans. Donc ils vous le posent un peu moins. Mais, alors, en tout cas, ils ont plus tardé que les plus jeunes à me poser les questions. Donc, donc ces remontées-là sont plutôt venues au début de mes équipes, qui voyaient des jeunes gens, 25 ans, 30 ans peut-être, sur des postes avec plus juniors, nouvelles questions qui un peu commençaient, étranges. et au début, oulala, qu'est-ce qu'on répond, quoi. Ouais. Et maintenant, je vois aussi que, donc moi, c'est donner un âge vraiment au hasard. Moi, j'interviewe plutôt des gens qui ont peut-être entre 45 et 60 ans. Ouais. Mais là aussi, maintenant, j'ai beaucoup de questions sur... Bon, la culture d'entreprise, c'est relativement classique, mais effectivement, qu'est-ce que vous faites pour l'environnement ? Quelles sont vos valeurs ? Donc ça casse un petit peu vos le mythe. usines, elles sont polluantes ou est-ce qu'elles sont Ben oui. modernes, si je puis dire ? Ça casse un peu le mythe finalement des générations, en disant que telle génération a des attentes particulières par rapport à une entreprise, telle autre génération les a beaucoup moins et a d'autres attentes. Enfin, Oui, parce qu'on n'aime pas trop les cases, mais... Non, j'ai jamais été un énorme fan de ce concept de génération, en réalité. Nous non C'est-à-dire plus, que, c'est pour ça que du coup... pour être honnête, là, je me dis... on le pose à chaque fois, Un jeune qui a fait... Enfin, vous et moi, on est sûrement plus proche de quelqu'un qui a fait des hautes études à New York que peut-être votre ami d'enfance qui malheureusement, en tout cas n'en a pas fait, et qui est resté toute sa vie dans le même village. Oui, bien sûr. Donc pour ça, la génération, est pareil, je pense que quelqu'un qui a 45 ans peut très bien être très avancé dans ses idées, on peut être quelqu'un de vieux dans sa tête à 25 ans. Bon bref, Très clairement. tout ça pour dire qu'effectivement, je pense que c'est des notions hyper importantes aujourd'hui. Donc nous on a des usines, on a des gens qui sont sur la route dans des vannes, donc forcément on a un impact sur l'environnement, on a un impact sur des effluents, des choses comme ça. Donc on a une stratégie depuis 3... D'ailleurs j'avais aidé à la créer il y a 5-6 ans maintenant. Avec stratégie principaux RSE. Hein, donc tout ce qui va être impact environnemental, impact, ou en tout cas un pilier people et un pilier nos partenaires. Donc ça va être aussi bien, on travaille avec nos fournisseurs pour les aider aussi à être plus responsables. On travaille avec nos partenaires de recrutement pour être sûr qu'on n'ait pas des, je sais pas moi, je caricature, enfin des enfants de 16 ans qu'on nous déguise à 18, qu'ils ont 18 ans pour travailler dans nos usines en Asie. Bon. Donc on a 3 piliers. Oui, et d'autres l'ont vécu, pourquoi pas vous ? Voilà, donc on a des audits. Alors ça dépend des pays. En Suisse, a priori, ça ne va pas arriver. Dans certains autres pays, il y a peut-être plus de risques. Et donc effectivement, on a une stratégie RSE qui se renforce au fur et à mesure des années. C'est-à-dire qu'au début, quand on a démarré il y a 5-6 ans, c'était un peu... Comment est-ce qu'on fait avec un budget à zéro ? Avec des questions et puis qu'on se pose, bien sûr. aujourd'hui, il y a beaucoup plus de moyens mis en face, avec une vraie stratégie et des objectifs et des timings qui sont donnés. Ouais. En tout cas, donc les candidats, en fait, vous posent ces questions aujourd'hui, et peu importe les générations. Ok, très intéressant. Comment on mesure le bien-être de ses collaborateurs aujourd'hui ? Alors chez vous, généralement dans une entreprise, mais chez vous, comment le mesure-t-on ? Alors, bon, on le mesure par des enquêtes, satisfaction, je dirais, classiques. Alors certaines, c'est un peu les grosses enquêtes, annuelles, biannuelles. Oui. Après, on a, alors pas partout, mais dans pas mal de pays maintenant, on a aussi, vous voyez, des pulses tous les mois, beaucoup plus réactifs, si je peux dire, peut-être moins de questions. Bon. D'accord. Et après, moi, j'ai tendance à croire qu'un des énormes moyens, c'est d'avoir, en tant que RH, des oreilles qui traînent. Enfin, pas dans le mauvais sens du terme, mais vraiment d'avoir des antennes, des relais. D'être à l'écoute, finalement. D'être à l'écoute. Et moi, je suis pas quelqu'un de la RH à l'origine. Donc, je suis pas d'ailleurs, au début, je me c'est intéressant. Quel était votre parcours ? Donc, moi, je suis ingénieur chimiste. D'accord. Et donc, j'ai démarré pendant 8 ans en R&D dans les produits cosmétiques. D'accord. Chez Unilever. Ouais. Et ensuite, j'ai fait un MBA, j'ai quitté, j'ai fait un MBA. Suite à quoi, je suis allé chez Carglass. D'accord. En tout cas, l'entreprise mère de Carglass, dans des postes de stratégie groupe. Et ensuite, seulement par hasard, je suis rentré dans les ressources humaines. Donc je pense que j'ai toujours un aspect décalé, parce que les premières années de ma vie en tant que jeune manager de R&D, je me battais plutôt avec mes collègues RH, parce que j'avais pas forcément l'impression qu'ils m'aidaient ou qu'ils me comprenaient vraiment beaucoup. D'ailleurs, certains sont devenus des copains entre-temps. Et ça les amuse de me voir aujourd'hui dans le même poste qu'eux. Et tout ça pour dire que il faut être... Voilà, je ne supporte pas les RH qui restent dans leur bureau et qui,
sais pas ce qu'ils font, gèrent le monde avec un ordinateur. Je dis pas non plus qu'il faut passer sa vie à siroter un apéro avec les collègues pour savoir ce qui se passe. Mais ouais, il y a quand même un bon Rien de mieux que l'humain pour mix jauger, à trouver, voilà, exactement. Et discuter Il y a avec un pouls à prendre. il y a un pouls à prendre, il faut avoir des relais, mais c'est pas encore une fois pour être C'est ça, vous, le le fondement. FBI et Vous c'est pensez pas avoir des péjoratif, dossiers, quoi, c'est pas bien du tout sûr. dans le péjoratif, c'est vraiment sentir et aussi avoir la porte ouverte, c'est-à-dire que si vraiment il y a des choses qui vont pas, que les gens n'aient pas peur d'aller voir les RH quoi, pour essayer de résoudre la situation. Voilà, donc c'est aussi d'une façon structurée formelle et puis d'une façon informelle, je pense que c'est comme ça qu'on sent le pouls. D'accord. des Vos gens. propositions de valeur aujourd'hui auprès des candidats et des collaborateurs qui vous ont rejoint, c'est quoi? Il y a des principales valeurs Donc là, c'est vraiment rentrer dans l'entreprise qui est à la pointe dans son domaine et en particulier sur la digitalisation. Ouais. On travaille vraiment sur des technologies d'avenir. La sécurité, malheureusement, c'est un sujet qui monte dans la société. Il y a aussi l'urbanisation. Donc il y a de plus en plus de demandes d'avoir à la fois plus de bâtiments et aussi plus de contrôle de qui peut y rentrer ou pas, ou qui peut rentrer dans tel bureau et pas dans tel autre. Donc on est quand même sur des tendances, nous, structurelles, je dirais, positives au niveau business. Et donc voilà, donc si les gens veulent rentrer dans une entreprise dynamique, qui est sur un marché structurellement porteur, on est une de ces entreprises-là. Ouais. Dot, dans ces 10 dernières années, parce que ça fait 10 ans quand même que vous êtes dans cette entreprise, en tant que DRH, RH Au-delà de la RH, je suis aussi responsable de l'excellence commerciale. Et ça, c'est intéressant parce que mon patron actuel, donc, qui est le président de l'Europe et Afrique, donc de la zone Europe-Afrique, donc lui, c'est un ancien commercial, tout ça. Et je trouvais qu'on ne faisait pas assez de choses justement pour les forces de vente. Donc ça fait déjà des années que je demandais à ce qu'on soit beaucoup plus insistant sur le sujet. Parce qu'il y avait un peu le défaut quand même de la boîte industrielle allemande avec des produits top. Et en gros, ça se vend facilement. Donc on n'a pas besoin d'avoir des génies dans le commerce pour que ça se vende. Bon, c'est peut-être vrai il y a 50 ans, 40 ans, je ne sais pas, aujourd'hui moins. Bon, je passe, donc à force d'insister, il me dit non mais t'as raison, vas-y prends. Donc je suis responsable aussi donc, de l'excellence commerciale. J'ai jamais été vendeur de ma vie. J'ai fait pas mal de fonctions, comme je le disais, mais sauf les ventes, jamais. Et donc pour m'épauler, j'ai embauché l'ancien directeur des ventes de l'Angleterre, qui est venu comme adjoint, donc maintenant il est responsable, excellent, directeur excellence commerciale Europe. Et comme il aime à répéter à tout le monde, Paul Olivier est le seul qui n'a jamais perdu une offre parmi les commerciaux et qui n'a jamais dû baisser un prix. Ah oui. Voilà l'anecdote. ça, c'est... Donc ouais. voilà, donc à chaque fois il demande ce que... Ouais, il y a tous ces commerciaux qui sont là. Je pense qu'au début, les types, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Mais bon, après, la plupart, je les connaissais. Bon, forcément, en tant que RH, je les connaissais. Après, bon, je viens du business, donc ça va, j'étais pas complètement ridicule non plus. Mais effectivement, j'ai jamais été négocier une offre avec un client. J'ai jamais dû dire, allez, je te mets moins 3% pour l'avoir. Donc, à chaque fois que Andy, c'est son nom, me présente, il aime bien dire partout que je suis le meilleur commercial qu'il a jamais rencontré, parce que j'ai jamais perdu une offre et j'ai jamais baissé le prix. C'est génial pour un DRH, quoi. Ce qui est assez sympa pour un DRH. Bah ouais, c'est pas mal. Mais souvent, hein. Après, on négocie en RH. Souvent, c'est ce que quand je même, dis, hein. mais C'est ça. tu C'est sais, des bons négociateurs. j'ai négocié avec les syndicats, j'ai négocié avec les candidats, j'ai négocié avec les gens qui veulent une promotion ou pas. Donc je ne suis pas complètement vierge sur la négociation. Ah non. Mais effectivement, un client externe, ça, j'ai jamais été le faire. J'ai jamais été C'est pas amené très à le faire. différent. Voilà. Merci Suffisamment Paul de Olivier merci à vous. de vous être rendu disponible. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup à vous. Merci à vous. Merci de nous avoir parlé d'Ormacada. Merci beaucoup. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata.